Et c'est l'heure du rendez-vous avec Pierre Lessard. Un rendez-vous pour poser vos questions, obtenir des pistes d'orientation sur votre parcours de vie, sur votre parcours d'évolution, votre parcours spirituel, des suggestions pour votre équilibre, pour votre harmonie, pour émaner encore plus l'amour. Et il y a des écueils, il y a des moments plus difficiles, il y a des creux de vague. Et de ces écueils, quelquefois, on a des questions. Alors, n'hésitez pas. Le but de notre rencontre est vraiment d'obtenir des pistes pour favoriser plus d'équilibre, plus d'harmonie sur votre parcours. Ce n'est pas une rencontre pour discuter d'un sujet ou d'un autre, mais plutôt de sujets qui concernent votre vie. Évidemment, mes réponses sont pour vous individuellement, mais aussi orientées pour que ça puisse profiter à chacun et à chacune. Je commence en vous disant d'abord que les questions sont posées dans le chat. Vous commencez vos questions par 2-3 points d'interrogation pour que je puisse bien les identifier. Et puis, je vous dis tout de suite que la rediffusion de cette rencontre Rendez-vous avec Pierre Lessard sera là aussi, au plus tard, mercredi. Elle sera là sur le site de symphonie.live. Vous vous dirigez jusqu'à la section Rendez-vous avec Pierre Lessard et vous saurez suivre le parcours pour arriver à la rediffusion. Donc, à partir de mercredi, ce sera là. Alors, je commence avec vos questions. Il y a déjà des questions qui sont en ligne. N'oubliez pas de commencer avec des points d'interrogation. Et je commence avec la question de Sophia. Si jamais je vais passer des questions, je m'en excuse et n'hésitez pas à le reposer. Comment faire pour être débarrassé des tocs? Je m'arrache les cils quand je suis anxieuse. Ah ben, les troubles obsessifs compulsifs sont vraiment des expressions qui sont assez personnalisées, identifiées. Ça dépend de chaque personne. Alors, évidemment, ça dépend aussi, est-ce que c'est de naissance, quand ça a commencé? Ce qui est intéressant pour ces troubles-là, c'est d'identifier quand ça a commencé. C'est-à-dire, et pour le faire, souvent, on se dit, tiens, est-ce que j'avais ça l'année passée? Est-ce que j'avais ça il y a 5 ans, il y a 10 ans? Et lorsqu'on remonte, on arrive généralement à pouvoir identifier à peu près quand ça a commencé. Quelquefois, on peut se faire aider d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère qui peuvent nous dire, oui, ça a commencé à telle époque. Et puis là, on peut essayer d'identifier qu'est-ce qui s'est passé, quelle tension s'est manifestée, quelle intensité, quelle détresse s'est manifestée pour que un trouble ou une série de troubles commence. Et donc, on pourrait savoir que c'est associé, par exemple, à une angoisse, à une peur, c'est associé à un trouble, un manque quelconque, et c'est en œuvrant au niveau de la source. C'est très difficile d'œuvrer au niveau du trouble lui-même. Bien sûr, il y a des moyens que les accompagnants peuvent vous donner pour essayer d'être plus présents, mais souvent ces troubles-là, ce sont on peut dire des manies dont on ne s'aperçoit pas. Et on s'en aperçoit évidemment parce qu'on les fait à répétition, mais c'est difficile de se dire, tiens, je le ferai pas, il se fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller voir la source, qu'est-ce qui est en jeu, l'élément cause de ce stress, de cette espèce de détresse. Donc, dépendant de l'ampleur des troubles obsessifs compulsifs, on a besoin d'aide. Souvent, on va avoir besoin d'aide d'un accompagnant pour nous aider dans des approches très précises, semaine après semaine, où on va aller plus en profondeur. Maintenant, quelquefois, il y a des troubles qui sont passagers. Hein. C'est pas tout le temps comme ça pour une très longue période ou pour la vie. Alors, quand c'est des troubles passagers qui sont nés, par exemple, pour certaines personnes, c'est depuis le début de la pandémie, pour d'autres depuis le début de la guerre. Donc, on peut voir de quoi il s'agit. Par exemple, la peur d'une guerre mondiale peut faire en sorte que le trouble obsessif débute. Alors, cette peur-là, qu'est-ce qu'on peut faire face à la peur? On peut d'abord la rencontrer. Souvent, je veux dire, par la peur, symboliser la peur, mais
pour d'autres personnes, c'est une blessure. Donc, symboliser la blessure, symboliser la peur, symboliser l'élément source. Quand je dis symboliser, c'est, par exemple, vous pouvez prendre un objet ou un dessin qui est le symbole, qui est le représentant de, et vous lui parlez, vous lui dites, tiens, tu as une influence sur moi, tu m'amènes à faire tel type de réaction obsessive, compulsive. Qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? Qu'est-ce que tu veux vraiment m'apporter? Alors, vous parlez à votre peur et vous écoutez à l'intérieur. Vous allez être étonné jusqu'à quel point vous entendez ces réponses à l'intérieur. Donc, c'est tout de même un parcours qui est très exigeant à faire seul, et qui est possible de le faire seul. C'est possible de le faire aussi avec un conjoint, mais en même temps, c'est très délicat. Il faut pas prendre son conjoint comme un thérapeute. Ça, c'est important. Mais il peut nous aider à identifier du passé, par exemple, depuis quand, etc. Et le faire seul, c'est vraiment la rencontre de soi, s'intérioriser. Vous pouvez aussi utiliser le dialogue avec les cellules que vous allez retrouver sur le site de symphonie.live qui vous est donné. C'est une guidance. Allez vraiment écouter à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'un trouble, qu'est-ce qu'un déséquilibre veut vous inviter à transformer. Donc, c'est une guidance à aller à l'intérieur de vous pour certaines transformations. Donc, on l'utilise beaucoup pour des déséquilibres physiques, mais on peut l'utiliser aussi pour certains éléments qui sont d'ordre psychique. Parce que même si le trouble obsessif-compulsif est vraiment un comportement physique, le trouble lui-même est psychique et subtil. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller voir, le trouble vient comme canaliser une espèce de stress ou un déséquilibre, une peur ou un danger, il vient canaliser, il vient exprimer le stress qui est là. Donc aussi, quelquefois, dépendant de l'ampleur du trouble, on peut aller voir comment on peut choisir autre chose que, il y a des gens qui peuvent, bon, vous parlez d'arracher les cils, il y en a d'autres qui vont s'arracher la peau, se mordre ou, bon, aller trouver une façon d'exprimer, de manifester qui est différente et qui est moins, qui est plus douce. Voilà. Donc, on va d'étape en étape. Je retourne vers l'arrière. Nicole, j'ai une question concernant la voix du maître, 13e semaine, la première, c'est à faire pendant 13 jours ou 2 jours. Nicole, je suis pas tout à fait là dans la voix du maître. On se rencontre quand pour la voix du maître? On se rencontre samedi. On a une rencontre à 16 heures en Europe et 10 heures au Québec que pour ces questions-là. Donc, la 13e semaine de la première session, là, j'ai pas en tête exactement, vous me posez une question très, très précise. Faire pendant 13 jours ou 2 par jour. La 13e semaine, en fait, vous la faites à votre rythme. Au départ, on fait une session, c'est 10 minutes le matin, on en fait une autre le soir. Donc, l'idée, c'est de le faire 2 par jour, mais si c'est à votre rythme, 2 par jour, vous le faites à 2 par jour. Si c'est trop, vous faites une par jour et vous le faites pendant 13 jours. Mais au départ, l'idée, c'est d'en faire 2 par jour, une le matin, une le soir. Là, je me suis remis dans le contexte. Merci, Nicole. Myriam, je vous invite samedi, Nicole. Myriam, comment se déconnecter lors d'une agression verbale? Je fais chaque jour le processus d'équilibre, mais cela n'a pas suffi à arrêter les ruminations. Alors, j'essaie de comprendre. Là, vous me parlez d'une agression verbale. Donc, ce que je comprends, Myriam, c'est que vous avez l'impression de subir des agressions verbales. Quelqu'un vous parle avec une certaine violence verbalement. Après ça, vous me dites que ça suffit pas à arrêter les ruminations. Donc, c'est vous qui ruminez, j'imagine. Alors, est-ce que vos ruminations sont vos agressions? Je peux l'interpréter de différentes façons. Ce qui est très important dans le processus d'équilibre énergétique, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est de s'assurer qu'on le fait vraiment dans la sensation de chaque étape. Je dis ça, pas en doutant que vous le faites comme ça, mais parce que je constate souvent que
il y a des gens qui le font presque automatiquement, mécaniquement. Des gens qui vont me dire, bah tiens, je sens rien. Mais en fait, ce n'est pas le mouvement, ce n'est pas l'élément ritualisé qui provoque la sensation, mais c'est vous, votre état, votre intention, votre implication dans le processus. Donc, à ce niveau, vraiment, quand il y a des agressions verbales, c'est des gens qui vous parlent avec vraiment une intensité, une violence, vous n'allez pas, le processus ne va pas arrêter leur violence, mais vous pouvez vraiment sentir, capter qu'il y a de la violence, mais sans être submergé par cette violence. Alors, l'idée, c'est de mettre plus d'emphase sur la fusion des trois corps et le triangle de force qu'on a repris aujourd'hui, évidemment, dans Unis pour l'humanité. On a repris ça. Donc, c'est à ce niveau-là. Et c'est extrêmement puissant. J'ai pu vraiment faire des expériences avec des centaines et des centaines de personnes, voire milliers de personnes pour tester la puissance. Mais quelquefois, on le fait un petit peu mécaniquement. Entrez dans le processus pour vraiment vous unir en sensation avec l'âme. Donc, l'âme, si c'est, par exemple, trop philosophique pour vous, l'âme, vous vous unissez à l'élément amour en vous. L'esprit, c'est l'élément conscience. Donc, vous êtes amour, vous êtes conscience, vous êtes incarné. Et là, il y a quelque chose de l'ordre de force, de puissance, d'émanation. Et alors, vous faites votre triangle de force vraiment avec puissance. Et évidemment, les personnes qui vous parlent là ou les personnes qui vous parlent avec violence, rappelez-vous ceci, ce sont des personnes blessées. Quelquefois, on a compris ça, je m'excuse de faire cette comparaison, mais avec des animaux. On dit souvent que un animal qui attaque, c'est un animal blessé. Eh bien, l'être humain est comme ça aussi. L'être humain, quand il est blessé, il a quelquefois tendance à se retirer comme un animal. Il a tendance à s'isoler, il a tendance à fuir. Mais il peut aussi, dans certains moments, attaquer, être un peu plus violent. Il est plus sensible, il est plus susceptible, il peut rétorquer, réagir et avoir des paroles qui sont blessantes. Alors, dites-vous une chose. Quand quelqu'un vous agresse avec des paroles, ça vous blesse, mais en même temps, rappelez-vous, c'est la personne qui transmet ces paroles blessantes qui est blessée, qui a une difficulté. Alors, n'accordez pas de la puissance à ça. Dites-vous, il y a peut-être des paroles avec une tonalité forte, agressante, mais c'est une personne blessée qui parle. Alors, c'est intéressant de se le dire avant de rencontrer la personne, quand on sait que ça va recommencer. Cette personne, elle est blessée, elle est affaiblie, et ces paroles qui sont blessantes et agressantes sont ces paroles de protection. Elle veut se protéger. Et donc, ne vous agressez pas avec, ne vous diminuez pas avec. Ça avec le triangle de force, ça va vraiment vous aider. N'oubliez pas vos points d'interrogation. Catherine nous dit, seul le cœur peut parler après cette merveilleuse union. Mais oui, je comprends aussi, Catherine, ce que vous dites. Je suis d'accord. Seul le cœur peut parler. Gratitude pour cette méditation. Pour moi, il y a une différence entre ce qu'on a fait, c'est une intériorisation avec une émission. Pour moi, la méditation, c'est autre chose. La méditation, c'est un moment où on s'ouvre totalement dans le cœur pour s'unir à soi, aux autres et au tout. Alors souvent, dans un silence unificateur extraordinaire. Anne plus Isabelle. Bonjour, j'ai quitté mon travail depuis 8 mois et je ne sais vers quel secteur d'activité me diriger pour être dans le service. Merci. Alors, ce qui est important dans tout ça, et ce thème-là est un thème qui est vraiment important pour moi. Généralement, lorsque l'on fait des choix d'orientation, de secteur, dans quoi on va travailler, dans quelle carrière, etc., généralement, dans notre monde, on est jeune et on n'est pas préparé. Ce qui fait en sorte qu'on avance dans quelque chose et très souvent, il y a soit des gens qui continuent parce qu'ils ont une satisfaction extérieure, soit des gens qui ont moins de satisfaction extérieure qui arrêtent. Donc,
On veut changer d'orientation, on veut changer de travail. Or, le premier élément que je veux apporter, c'est soyons vigilants à ne pas retrouver une voie, un travail, une orientation de la même façon qu'on l'a fait la première fois. Comment on l'a fait la première fois? Eh bien, ça dépend des personnes, mais généralement, les gens le font selon des influences autour d'eux. Il y en a qui sont influencés, bon, la famille, de mère en fille ou de père en fils, sont dans une direction, ils vont dans cette direction, ou bien l'inverse. La famille, les parents n'ont pas eu la chance d'être éduqués, donc veulent le plus loin possible dans l'éducation. Certains veulent aller dans des carrières de professionnels. En fait, il y a des raisons qui ne sont pas vraiment associées à l'être. Ce que je veux dire, c'est que le choix de travail, de carrière, d'orientation qui a été fait n'a pas été fait en corrélation profonde et juste avec qui est l'être. En d'autres mots, ce que fait l'être comme travail ne correspond presque jamais à qui il est, parce qu'il n'y a pas eu cette correspondance qui a été faite avant de choisir. Donc, quand vous changez d'orientation, vous dites vous voulez aller vers le service, je comprends, et ce qui est important, c'est que vous puissiez vraiment aller vous retrouver profondément, pas simplement en surface. Je vous dis pas que vous êtes en surface, mais je parle pour tout le monde. Aller en profondeur pour réaliser qui vous êtes, quelles sont vos qualités, qu'est-ce qui vous fait vibrer, de telle sorte que le choix que vous faites est en fonction de qui vous êtes, pour qu'il y ait une corrélation plus juste qui vous permette de retrouver une satisfaction profonde de créateur, de déploiement de qui vous êtes. Alors, dans ce sens-là, je suis en train de préparer là, vraiment un parcours. Je pense que ça va être prêt à la fin de cet été, un parcours pour vous aider. Il y a trop de gens qui veulent, à juste titre, entrer dans une voie, dans un travail. Je parle choisir ce qui leur correspond le mieux, et je vais avoir vraiment un grand atelier où on passe du temps ensemble pour arriver à ce que chacun ressente qui il est et choisisse en conséquence. Donc, ce qui est important est que quand vous dites « je ne sais vers quel secteur d'activité », ce qui est important, plutôt que de regarder à l'extérieur qu'est-ce qui existe, dire « tiens, je vais essayer ça », allez à l'intérieur de vous pour ressentir quelle partie de vous vous fait vibrer. Alors, les gens recherchent à l'extérieur « ah, tiens, ça a l'air intéressant ». Ça, en fait, à l'extérieur, presque tout est intéressant. Maintenant, à l'intérieur de vous, est-ce que ça vous fait vibrer? Alors, je vous dis, je vous parle en connaissance de cause. J'ai fait toutes mes études en gestion et j'ai travaillé pendant 15 ans en gestion et avec beaucoup de succès en gestion. Et pourtant, ça ne me représentait pas. C'est là que j'ai vraiment changé de voie. C'est sûr que quand on change de voie, c'est exigeant. C'est très exigeant. Il faut se repositionner. Et quelquefois, on part d'un milieu où on est assez bien établi, où on a trouvé un équilibre, et là, on faut recommencer. Alors, c'est très exigeant. Alors, ce qui est important, c'est quelle partie de vous veut vivre. Et quand je dis quelle partie de vous, je prends l'exemple classique, c'est la personne qui est un professionnel, par exemple un médecin, qui a fait toutes ses études et tout ça, qui réussit très bien, mais en même temps, quand il commence à se connecter avec lui, la partie de lui qui veut vivre, c'est une partie de lui qui veut travailler avec les plantes, avec la terre. Il serait peut-être un cultivateur, un écologiste. Et c'est cette partie de lui qui veut vivre. C'est pas un caprice du moment, c'est pas un hobby. C'est pour ça que je dis aller profondément. C'est pas quelque chose de complémentaire. Allez profondément et vous allez voir que ce qui veut vivre, c'est là depuis longtemps. Voilà, c'est ma suggestion. Françoise nous dit, je voudrais te demander, dans cette vie, je vis peu de reconnaissance, peu de recevoir, je suis souvent déçu, triste, je n'ai plus de ressources en moi,
je suis las d'apprendre certaines invitations d'amis où je ne suis pas convié. J'ai mal. Mais je vous comprends, François, c'est difficile. Vous savez, la reconnaissance, c'est vraiment le besoin, le premier besoin de l'être humain avant même de naître, lorsqu'il est dans les entrailles de sa mère, le besoin de reconnaissance. Maintenant, le besoin de reconnaissance, il est tellement important que lorsqu'il n'est pas comblé, il ouvre la porte à tous les maux, M-A-U-X, à toutes les difficultés. Or, il est tellement important et tellement peu compris dans notre société que on apprend plutôt à trouver une reconnaissance sociale, une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance sportive, ça dépend des personnes. Alors que la véritable reconnaissance, c'est la reconnaissance de qui on est vraiment. Et la reconnaissance de base, essentielle, la plus importante, celle qui ouvre la porte à la reconnaissance extérieure, c'est la reconnaissance de soi. Il y a un parcours que j'ai animé et un jour je vais faire un livre là-dessus qui s'appelle Hommage à la mère. Et dans Hommage à la mère, je parle des différents rôles de la mère dont non pas les rôles traditionnels, dont le rôle de stimuler la reconnaissance de son enfant, c'est-à-dire l'aider, le guider à ce qu'il arrive à se reconnaître lui-même. Donc, reconnaître qui il est, reconnaître ses beautés, ses richesses intérieures. Parce que lorsque l'être se reconnaît, il n'en vient qu'à se manifester tel qu'il est, et alors, il a de la reconnaissance de l'extérieur. Donc, c'est très important. C'est pas tant la reconnaissance sociale professionnelle, c'est la reconnaissance pure de qui vous êtes. Vous êtes un être de lumière, vous êtes un être, un humain à part entière. Maintenant, la difficulté d'avoir de la reconnaissance extérieure est vraiment en corrélation directe avec la difficulté de se reconnaître. Ainsi, si vous avez l'impression que vous n'avez pas de reconnaissance extérieure, je vous invite, Françoise et toutes les autres, à aller à l'intérieur de vous pour observer est-ce que vous vous reconnaissez. Et ça, c'est fascinant parce que c'est vrai qu'on a envie, c'est tout le monde, on a envie d'avoir de la reconnaissance extérieure. Et est-ce que nous, on se reconnaît? Est-ce que vous vous reconnaissez? Parce que si vous vous reconnaissez, eh bien, ça va venir de l'extérieur, mais vous n'en avez plus besoin parce que vous savez, vous sentez, vous reconnaissez qui vous êtes. Donc, vous n'avez plus besoin de cette reconnaissance et c'est là qu'elle arrive. Alors, voyez, cette équation, c'est très important. C'est pas juste des mots. Qu'est-ce que vous pouvez reconnaître? Je reprends l'équation. Vous n'avez pas de reconnaissance de l'extérieur. Allez voir comment vous vous reconnaissez ou comment vous ne vous reconnaissez pas. Et l'étape suivante, voyez comment vous reconnaître. Que reconnaître en vous? Qui reconnaître en vous? Reconnaître vos beautés, vos richesses, vos trésors, jusqu'à vous reconnaître comme un trésor. Vous savez, pendant des années, j'ai fait un sondage dans toutes les conférences à l'époque où on était en salle. Bon, ça revient. Je demandais à main levée, qui a plus de facilité à s'aimer qu'à aimer les autres? Ou qui a plus de facilité à aimer et reconnaître les autres qu'à s'aimer et se reconnaître soi-même? Eh bien, 99 personnes sur 100 avaient plus de facilité à aimer les autres et à les reconnaître que soi-même. Ça, c'est très, très indicateur. Ça veut dire que les gens, et c'est pas parce qu'ils ont un problème, c'est en fait la façon dont la société fonctionne, la façon dont on est guidé ou élevé, fait en sorte que les gens ont de la difficulté à se reconnaître et à s'aimer. Il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de culpabilité. C'est sûr qu'il y a vraiment une empreinte de culpabilité qui nous provient de différentes religions, qui fait en sorte que
on a de la difficulté à s'aimer, souvent les humains. Et puis, en plus, on se compare. Et quand on se compare, il y a toujours quelqu'un qui est plus, plus, plus. Alors, l'important, c'est vraiment de les reconnaître. Qu'est-ce qui est digne de vous aimer vous-même, mais sans vous comparer avec qui que ce soit. Vous allez commencer à vous reconnaître et vous allez voir que la reconnaissance va arriver autour de vous. Suzanne, j'ai de la difficulté à bien entrer en contact avec les réponses que me donne mon esprit. Je comprends. D'abord, sachons que on est tous des humains, on est tous de la même source, de la même nature, et on est différents. Donc, il y a des différences. Il y a des différences au niveau de nos gènes. Nos gènes nous différencient, mais on a des différences de caractère et on a des différences aussi dans notre réceptivité. Donc, par exemple, il y a des formes, vous avez déjà entendu qu'il y a des gens qui sont plus des visuels, d'autres plus des auditifs. Bon, maintenant, si on va à l'intérieur, on a aussi cette forme de différence, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus sensitifs, puis il y a des gens qui sont plus perceptifs. Donc, quand on parle d'entendre les voix de notre esprit ou nos voix intérieures, on parle de perceptivité. Alors que lorsque on parle d'une sensation qui est corporelle ou psychique, on parle de sensitivité. Je vous explique par un exemple. Imaginons par exemple que vous avez un ami qui se présente à votre porte. Et vous ouvrez la porte, vous lui demandez « Comment ça va ?» Eh bien, votre ami vous dit « Ça va bien ». C'est la réponse de premier niveau. Vous le ou la regardez et vous dites « Tiens, je le sens pas. Je sens pas que ça va bien. Il y a quelque chose, il y a quelque chose dans vous qui fait que je sens pas que ça va bien. » Alors qu'un autre va dire, j'ai pas l'impression que tu vas bien. L'impression, c'est comme une voix, c'est comme quelque chose à l'intérieur, c'est comme une connaissance de quelque chose. La personne ne sent pas nécessairement, mais a une impression, une inspiration. Il y a quelque chose qui me dit que tu vas pas bien, alors que l'autre va dire, je le sens pas. Alors, imaginons par exemple que vous avez un conjoint et que vous avez un enfant, 20 ans, qui est à l'étranger. Un de vous deux vous dit, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe qui va pas là. Avec notre enfant, je sens quelque chose, je peux pas dire quoi. Et l'autre va dire, moi je sens rien, mais j'ai une drôle d'impression. Alors, voyez-vous, il y a des gens qui sont plus sensitifs, il y a des autres qui sont plus perceptifs. Alors, si vous êtes très sensitive, vous avez moins de propension à entendre votre esprit et plus à ressentir les messages qui proviennent soit de votre plexus ou directement de votre âme. Il n'en demeure pas moins qu'on est tous quand même perceptifs et réceptifs, mais à différents niveaux. Ce qui veut dire aussi qu'il y a de la pratique à faire. Et dans cette pratique, intériorisée d'abord, on n'a pas besoin de s'intérioriser tout le temps pour entendre ce que ça nous dit intérieurement. Mais quelquefois, en s'intériorisant, on approfondit. Alors, l'idée, c'est d'être toujours à l'affût des impressions qui viennent. Souvent, des fois, on veut avoir une réponse de notre esprit pour quelque chose d'important. Alors, beaucoup de gens qui vont demander une réponse, vont s'intérioriser pour avoir la réponse, ils ne la captent pas. L'idée, c'est que quand vous avez besoin de rien, soyez à l'écoute. Pourquoi? Parce qu'il vient toujours des impressions. Vous circulez en voiture et vous avez tout à coup l'impression que vous êtes arrêté un feu de ne pas partir tout de suite trop rapidement. Alors, vous écoutez cela et vous apercevez que quelqu'un, dans le sens inverse, a vraiment continué sur le feu rouge. Vous avez eu une bonne inspiration. Eh bien, si vous écoutez comme ça, tout sans chercher, vous allez voir que vous en avez plusieurs. Et plus vous êtes à l'écoute et plus vous faites du suivi, c'est-à-dire que vous répondez à ça, et plus quand vous en avez besoin, vous allez entendre. Alors, ce que je vous dis dans le fond, il faut développer sa pratique avec tous les éléments.
Si par exemple, je ne sais pas, encore une fois, je circule en voiture et j'ai une impression pour stationner la voiture, il vaut mieux prendre l'autre rue. Eh bien, si je me mets à réfléchir, ouais, pourquoi? Moi, je pense que je perds mon temps. Mais ça fait que, j'ai eu cette impression, j'y vais. C'est ça que j'appelle faire le suivi. Je le suis. Je vais voir. Eh bien, si je fais les suivis continuellement comme ça, je vais développer ma captativité, ma faculté de capter plus facilement les messages. Vous m'avez suivi? Je continue. André, mon chat vient d'être euthanasié. Où va sa conscience alors qu'elle est collective? Eh bien, si sa conscience est collective, ce n'est pas sa conscience. Il a une conscience collective. Eh bien, la conscience collective continue à œuvrer pour l'espèce des chats, tout simplement. Marianne, comment passer de la survie à la vie pleine, notamment financièrement? Notamment, c'est une grosse différence parce que passer de la survie, quand quelqu'un est à côté de soi, à la vie, c'est un processus. Passer de la survie financière à la vie plus équilibrée financière, c'est un autre élément. Il y a un élément qui est important, c'est que d'abord, on a tous des thèmes karmiques. Vous vous êtes sûrement aperçu qu'il y a des gens qui, dans leur vie, trouver un travail qui est rémunérateur, c'est à peu près jamais un problème. Ils ont différents types d'épreuves, d'expériences. Par exemple, il y en a, c'est souvent au niveau relationnel, alors que d'autres, c'est financier, alors que d'autres... Bon, évidemment, on peut avoir relationnel et financier, mais vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais de difficultés financières, puis il y en a d'autres qui en ont plus. Il y a des thèmes à explorer. Donc, comme il y en a qui travaillent, qui vivent le thème de la trahison, puis d'autres de la manipulation. Il y a aussi ces thèmes-là, difficultés relationnelles versus difficultés matérielles versus difficultés financières. Donc, il se peut que c'est un thème à explorer et que ça ne veut pas dire que vous avez à être en difficulté financière toute votre vie, mais ça veut dire qu'il y a des choses à transformer, à l'intérieur de vous. Difficile de répondre à ça quand je ne vous connais pas. Un élément qui est important, c'est que l'équilibre financier peut venir comme de deux sources, c'est-à-dire ou bien une personne travaille beaucoup dans un secteur qui va soit lui rapporter, puis va mettre son attention sur le fait que ça rapporte en oubliant souvent ce qu'elle aime, ou bien il y a des gens qui vont se centrer pour faire en sorte que leur vie soit vraiment le reflet de qui ils sont et tout se met en place. Alors, je connais beaucoup de gens que les choses se mettent en place, ça ne veut pas dire qu'ils ont une abondance financière, mais ils n'ont pas nécessairement de manque financier. Les choses se mettent en place dans leur vie, tant au niveau relationnel, au niveau matériel, au niveau financier, parce que ce qui est important pour eux, c'est leur déploiement. Alors, il s'agit de voir qu'est-ce que vous voulez par rapport à ça. C'est un thème qui est vraiment intéressant. Je disais, par exemple, que j'ai souvent l'exemple d'un étudiant qui veut vraiment s'en aller en psychologie. Il n'y a pas beaucoup de sous et il faut qu'il paye son université. Donc, il va travailler. Au début, il est plongeur dans un restaurant et puis petit à petit, il va devenir serveur. Et en fait, lui, il veut travailler avec les êtres humains et avec leur psyché. Alors, ce qu'il fait, pendant qu'il est plongeur, il fait bien son travail et en même temps, il écoute les cuisiniers, il observe le rapport entre les cuisiniers et les serveurs parce qu'il observe l'être humain dans ses comportements, dans ses relations. Pendant qu'il est aussi serveur, il y a ses rapports avec les cuisiniers, le rapport avec les clients, il écoute, il observe les clients entre eux. En fait, il se sert de son travail pour aussi étudier l'être humain parce que c'est ça qui est important pour lui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la personne qui est en contact avec elle-même et qui sait vraiment ce qu'elle aime dans sa vie, eh bien,
toutes les occasions sont bonnes pour apprendre, se déployer, et ça fait en sorte qu'elle attire davantage les circonstances, les éléments qui sont favorables pour équilibrer sa vie. Maintenant, ça, c'est de façon générale. De façon spécifique, il faut voir dans votre vie qu'est-ce qui fait en sorte que c'est difficile au niveau financier. Est-ce qu'il y a un élément karmique ou si c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé votre voie, par exemple. Ben, évidemment, il y a des gens qui ne sont pas dans leur voie et qui ont travaillé soit très dur ou travaillé dans des secteurs qui sont devenus extrêmement payants. Mais c'est pas tout. Moi, je connais des gens, par exemple, qui font beaucoup d'argent, sont dans des secteurs informatiques, ils font beaucoup d'argent et puis ils peuvent se payer maison, chalet, voiture sport, etc., tout ce que vous voulez. Et ils sont pas nécessairement plus heureux. Puis je parle aussi en connaissance de cause. Quand j'ai commencé à travailler à 18 ans, j'étais en gestion et je faisais de bons salaires. Dans tout ça, j'ai progressé, j'ai fait mes études dans tout ça et je pouvais m'offrir une belle voiture sport et ceci et cela. J'avais des beaux complets. Je dis souvent, j'avais des voitures sport allemandes, des complets italiens et des skis de l'équipe française de ski olympique. Et puis, non, je me permettais tout ce que je voulais, mais en même temps, ça me donnait l'illusion d'être heureux. C'était dans la matière, mais j'étais pas heureux et assez pour changer complètement ma vie au début de la trentaine, complètement ma vie. Or, pendant des années et des années, environ 15 ans, là, des grandes difficultés financières, mais ça me touchait pas du tout parce que j'étais dans ma voie et tellement plus heureux. Alors, voyez-vous, quelquefois, et ça se remet en place. Alors, cet aspect-là, c'est de façon globale, je parle toujours aux gens de se connaître pour avancer dans leur voie, être eux-mêmes, être beau dans leur vie, être rayonnant, et donc d'attirer les circonstances les plus favorables. Maintenant, il y a des gens qui ont des thèmes karmiques. Alors, Marie-Joseph, elle apprécie les circonvolutions de tous les jours. C'est tout à coup, j'ai eu cette inspiration qui me parlait d'inspiration tout à l'heure. J'oublie son nom. Elle me parlait d'inspiration. Vous voyez, en guidant, j'ai eu cette inspiration qu'on pourrait faire ça tous les jours. Tout le monde, ça prend pas de temps, vous tournez à la vitesse que vous voulez, et donc chacun a son rythme, mais en même temps, l'intention est là chaque jour. Alors, j'ai trouvé que c'était une inspiration intéressante et j'en ai fait le suivi. Nicole, j'ai de la difficulté à comprendre les croyances. N'est-ce pas inconscient? Les croyances, il peut y avoir des croyances inconscientes, mais les croyances, en général, sont consciente. Maintenant, ce qui a généré les croyances peut être inconscient. Le terme croyance, si vous croyez à quelque chose, eh bien, c'est conscient, vous en êtes conscient. Alors, il y a des croyances inconscientes que l'on peut détecter par des façons de parler, des façons de faire. On peut dire, tiens, une personne qui a un comportement XY ou une attitude XY répétitive peut être associée à une croyance inconsciente. Maintenant, la croyance, on peut les détecter en disant, en écrivant tout ce que je crois. Je crois que. Et les croyances sont souvent le reflet de peur. En fait. On peut faire comme une forme d'équation. J'ai fait ça dans des tableaux immenses dans lesquels j'ai déjà rempli des murs là, de 5 mètres de haut avec des grandes équations où ça commence par une blessure. La personne est blessée. Blessé, ça veut dire, par exemple, un papa qui a une petite urgence, qui a quelque chose à réparer, c'est urgent, et la petite fille veut l'aider, le petit garçon veut l'aider, et le papa la repousse avec un peu d'impatience. Non, t'es pas capable. Or, lui, c'est parce qu'il est pressé, il veut pas mal faire, etc. T'es pas capable, laisse-moi travailler un petit peu, c'est urgent. Sauf que ça peut avoir été enregistré comme t'es pas capable. Et puis après, peut-être 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard,
une autre expérience différemment. Peut-être que la petite fille est chez son amie et elle veut faire quelque chose et la maman de l'autre dit « Non, non, ne faites pas ça, là, vous n'êtes pas capable. » Elle enregistre encore « Vous n'êtes pas capable. » Elle commence à aller à l'école, elle veut faire des choses. « Non, vous n'êtes pas capable, vous allez faire ça plus tard une autre année. » Elle enregistre « Je suis pas capable. » Alors, d'autres enfants autour d'elle ne sont pas nécessairement influencés par le « je n'es pas capable », mais il y en a une en particulier qui est très influencée. Elle l'entend, elle inscrit ça « t'es pas capable, t'es pas capable ». Donc, ce sont des blessures qui génèrent aussi par la suite quoi? La blessure, c'est que on la repousse. T'es pas capable. Fais pas ça. T'es pas capable. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça génère une peur, d'abord, une peur de se faire dire t'es pas capable ou une peur de ne pas être capable. Alors, qu'est-ce qu'elle se dit, la petite? Elle se dit, je suis blessée parce qu'on me dit que je suis pas à la hauteur, je suis pas capable. Alors, devant tout à coup quelque chose qui lui est demandé plus tard, parce que je vais vite là, mais quelque chose s'est inscrit en elle, on lui demande des choses, elle a peur de pas être à la hauteur, elle a peur de pas être capable. Pourquoi? Parce il s'est inscrit en elle de l'extérieur qu'elle n'était pas capable. Donc, elle a fini par acheter cela. Donc, elle a peur de ne pas être capable et la croyance qu'elle n'est pas capable s'est inscrite aussi. Vous voyez, c'est un jeu assez fin. Au départ, c'est une proposition, une affirmation qui est blessante et qui se transforme à la fois en une peur. Par exemple, une autre croyance, très, très typique, l'enfant se fait mordre par un chien une fois, deux fois, une autre fois, il l'a pas mordu, mais il a grogné. Donc, quand il y a un chien qui arrive, elle a peur des chiens. Elle a peur des chiens, elle a la croyance qu'elle va se faire mordre. Voyez-vous, donc, peur et croyance sont intimement interreliés. Quelquefois, la croyance vient avant, la croyance qu'elle n'est pas capable, donc ça développe la peur de ne pas être à la hauteur. Et quelquefois, c'est la peur que ça arrive qui développe la croyance que si ça arrive, il va se passer telle chose. Alors, donc la croyance est associée à un système qui peut être inconscient. La croyance, elle, peut être consciente. Ce que je veux vous dire par là, c'est que vous imaginez quelqu'un qui, tout à coup, dans mon exemple, se fait dire, puis là, c'est 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, tu sais, j'aimerais ça que tu viennes m'aider, tu pourrais faire telle chose. Et tout de suite, la personne à l'intérieur d'elle dit non. Non, elle dit non à l'intérieur et après ça, elle dit non, non, je peux pas. Je peux pas parce que j'ai quelque chose ce journée-là. Donc, vous voyez, on lui demande un service et elle dit non. Et elle se trouve une excuse. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Ce qui s'est vraiment passé, c'est que quand on lui a demandé le service de venir aider pour faire quelque chose, il y a la croyance qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle ne sera pas capable. Et donc, peut-être qu'après ça, on pourrait ajouter qu'elle va se sentir ridicule, ou etc., ou qu'elle va être ridiculisée. Donc, elle va aimer mieux se trouver une défaite pour dire, une excuse pour dire, j'irai pas. Donc, le processus tout entier est inconscient pour la personne, jusqu'à temps qu'elle en prenne conscience, évidemment. Mais la croyance qu'elle n'est pas capable, là, elle le sait. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de bien nommer ses croyances par rapport à ça. Par exemple, quelqu'un va dire, je crois que je suis pas à la hauteur, j'ai la croyance que je suis pas à la hauteur, que je suis plus faible que les autres, etc. Et là, les renverser, se faire des croyances opposées, c'est-à-dire, je suis à la hauteur, j'ai plein de qualités, etc., etc. Et les énoncer, les écrire, les énoncer à répétition pour dépasser ou transcender la croyance. Comment me sentir en lien avec les autres? Créer du lien simplement tout en me respectant profondément? Eh bien, Katia, oui, le lien avec les autres, d'abord, il est naturel. On est tous mus par une pulsion d'amour. On est tous ici pour évoluer vers l'unité. Donc, l'union est importante. Il y a des gens qui prennent des distances avec les autres parce qu'ils ont été blessés et ils veulent pas souffrir à nouveau. Donc, il faut bien comprendre tout ça. C'est dans tout le monde l'envie de s'unir puis de vivre une relation. Toutefois, il y a des gens qui vont dire non, non, non,
parce qu'ils ont été tellement blessés, soit à multiples reprises, soit tellement profondément, ou les deux, qu'ils vont aimer mieux ne pas répondre à ce qui serait naturel, et même quelquefois ça devient inconscient, ils ont l'impression qu'ils ont plus envie du tout, mais c'est la peur d'être blessé à nouveau. Donc, c'est naturel d'être en lien avec les autres. Maintenant, pour être en lien avec les autres, le plus intéressant, c'est d'être soi-même. C'est vraiment le thème ce soir dans ce que je dis, c'est être soi. Parce que beaucoup de gens tentent de créer des liens, d'attirer, de se présenter comme intéressant en tentant d'être et de faire ce qu'ils croient devoir être et faire pour être appréciés, pour être en lien. Et donc là, c'est tellement fréquent, c'est-à-dire dans les termes habituels, c'est tenter de plaire pour être en lien, plaire à un ami, plaire à un copain pour être en lien. Or, quand la personne fait des choses ou tente d'être ou de faire des choses qui n'est pas vraiment elle-même, eh bien, si elle plaît, si elle crée un lien, profondément, elle va être triste parce qu'elle va se dire, tiens, la personne, c'est pas tellement moi qu'elle aime parce que j'ai pas été moi. J'ai fait des choses, j'ai dit des choses, j'ai été d'une façon pour plaire et c'est cette partie-là qui plaît, donc c'est pas moi. Et si, en plus, si elle n'attirait pas, si elle ne crée pas de lien, elle va se dire, tiens, finalement, je suis pas intéressante. Donc, d'abord, le mieux, c'est d'être soi, d'être vraiment soi. Il y a des gens qui, en étant eux-mêmes, sont plus discrets. Il y a des gens qui parlent énormément. Il arrive dans n'importe où, ils parlent. Et ils vont attirer des gens qu'ils vont intéresser. Si vous êtes une personne qui est plus intérieure, plus peut-être qui approfondit plus avant de s'exprimer, et que vous mettez à parler, vous attirez pas nécessairement parce que c'est pas vous. Donc l'important c'est d'être vous, c'est-à-dire de pas vous laisser aller dans la timidité si c'est pas vous, mais d'être vous parce que quand vous êtes vous-même, vous êtes rayonnant. Et quand vous êtes rayonnant, vous attirez. Quand vous êtes rayonnant, il y a une forme de joie à l'intérieur de vous. Et des personnes joyeuses attirent d'autres personnes. Alors, comment créer des liens? Soyez vous-même. Faites en sorte d'être et de faire ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez. Ça va générer de la joie en vous. Et quand vous êtes joyeux, eh bien, vous attirez des personnes. Les personnes ont envie de créer des liens, de camarades, d'amis ou peut-être même plus intimes. C'est vraiment intéressant. Donc, vraiment, essayez pas de vous transformer pour créer des liens ou pour plaire. Transformez-vous pour être vous. Transformez tout ce qui n'est pas vous et soyez vous. Vraiment vous. Attention. Il y a des personnes qui vont entendre ça, qui vont dire, ben moi, je suis un peu caractériel, j'ai tendance à être de mauvaise humeur, et donc je vais être moi-même maintenant. Bourru et ça. Non, attention. Ça, c'est le personnage, comme ça, c'est la personnalité. C'est pas le vrai moi. La personne est bourrue parce qu'elle a des insatisfactions. Il faut entendre vraiment ce que je suis en train de transmettre là. Être soi, c'est vraiment contacter ce qui en moi veut vivre et non pas ce qui se manifeste. Par exemple, une personne peut dire, bon, moi, je suis quelqu'un de timide qui n'aime pas tellement être avec les gens. Attention, est-ce vraiment toi ou est-ce un comportement qui vient du fait que tu te sens pas à la hauteur? Et ça, c'est la personnalité. Et la personnalité n'est pas toi. Vous me suivez? Chantal nous dit, comment enfin trouver ma voie? Je n'ai pas de désir, je n'ai pas d'envie. Alors, j'ai répondu à une question de ce type-là précédemment. Comment trouver votre voie? C'est dans vous trouvant. Alors, si vous n'avez pas d'envie extérieure, allez à l'intérieur de vous. Alors, il y a plusieurs éléments là. Quand vous me dites je n'ai pas d'envie, alors, est-ce que vous avez envie de rien? Alors, ça veut dire qu'il y a comme une perte de sens. Il peut y avoir un espace là de fatigue profonde. Est-ce qu'il y a tout à coup un début vous êtes un peu dépressive?
ou bien si vous n'avez pas d'envie de rien extérieur. S'il n'y a pas de dépression, commencez par stimuler l'envie de la vie. Par exemple, en vous émerveillant, des rayons de soleil, des levées de soleil, des levées de lune, des étoiles, les étoiles filantes, les enfants qui courent, les enfants qui rient. Et contemplez, émerveillez-vous pour vous donner l'envie de la vie. Ça, c'est très, très important. S'il y a une dépression, là, c'est autre chose. Mais ce qui est important, avant d'avoir envie de faire ceci ou de faire cela, commencez par vous émerveiller. Il y a tellement d'éléments merveilleux. Je ne sais pas si vous vivez, Chantal, c'est l'hiver encore, mais le printemps, si vous êtes au Québec, le printemps va s'en venir, mais c'est tellement fantastique. Les bourgeons, les fleurs, la nature qui s'éveille, les animaux, les enfants, le ciel, les éléments. Il y a chaque jour, il y a tellement de choses à s'émerveiller. Aujourd'hui, on marchait, puis il y avait tellement d'oiseaux qui chantaient. C'était une vraie merveille. Ça donne envie de vivre. À un autre moment, on est avec des amis et les gens se sentent bien, c'est chaleureux, ça se taquine, mais amicalement. C'est beau, ça donne envie de vivre. À d'autres moments, il y a quelqu'un qui a fait un repas, le repas a été fait avec amour, il est bon, mais oui, ici, il est chaleureux. Ça donne envie de vivre. Donc, ce que je vous dis, commencez d'abord par stimuler votre envie de vivre. À partir de l'envie de vivre, vous allez avoir envie de vous aussi, de vivre votre vie et de connaître qui vous êtes. Quand je dis connaître qui vous êtes, par exemple, quand je vous disais que j'étais en gestion, et je me suis rendu compte que je me retrouvais pas parce que j'avais des élans aussi, des élans de comprendre, connaître, aider l'être humain, des choses comme ça. Et j'ai aussi observé que ce que j'aimais le plus quand j'étais en gestion, c'était d'enseigner. Et donc, très jeune, j'ai commencé à enseigner dans les différents collèges. Donc, et ça, j'aimais vraiment ça. Même si la gestion, c'était OK, c'était correct, mais c'était pas une passion. Mais l'enseignement, j'aimais ça. Et où j'étais, finalement, je suis devenu conseiller en gestion parce que c'est une forme d'enseignement, c'est une forme de partage. Donc, quand j'ai été plus en profondeur, j'ai pu ressentir que ce que j'aimais, ce qui me faisait vibrer, c'était vraiment de partager, de transmettre ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, dans des expériences, dans des formations. Voilà. Donc, ça, c'est moi. Et donc, à ce moment-là, j'oriente ma vie pour que cet aspect-là soit central. Alors que d'autres, je connais d'autres qui n'ont pas cette envie-là du tout. Eux, ce qu'ils aiment, c'est rechercher, aller en profondeur, pour aller découvrir le fonctionnement de quelque chose. Alors, ils ont à mettre ça dans leur vie. Ce qui est important, c'est d'aller voir quelle partie de vous veulent vivre. Et à partir de ça, vous allez plus facilement identifier votre voie. Comme j'ai dit tout à l'heure, presque tous les gens cherchent leur voie à l'extérieur, alors que ça commence et 90% du travail, c'est à l'intérieur de soi. Retrouver vraiment son essence, qui on est. À partir de son essence, qu'on va trouver le sens et l'orientation. Joanne, pouvez-vous nous parler du nouveau monde que vous mentionnez parfois? Qu'arrive-t-il à ceux qui ne veulent pas y participer? Eh bien, il y a le nouveau monde, en fait, on peut le voir à différentes étapes. Le nouveau monde, pour moi, c'est un monde qui est en création, comme si on se dirige, comme si on bâtissait une maison de rêve et qui allait être immense et dans laquelle plusieurs familles vont vivre. Mais là, c'est toutes les familles humaines. C'est un monde où les êtres humains sont en paix avec eux-mêmes et avec les autres. C'est un monde où les gens vivent dans la joie. C'est un monde où les gens s'aiment et aiment les autres. C'est un monde qui est pas basé sur la concurrence, mais sur la créativité. C'est un monde où les armées sont remplacées plutôt, les budgets de l'armée sont plutôt orientés vers les arts. C'est un monde de création. C'est un monde où vous voyez,
comment est fait notre monde avec la concurrence, les performances. Là, il y a de la guerre, il y a de l'affrontement, il y a des conflits, il y a de la concurrence entre les gens. Vous voyez cette espèce de organisation avec des tensions versus ce que je vous dis, c'est que les gens sont dans leur voie, les gens se déploient. On cherche plutôt l'ultime, la joie ultime et la création. Je ne parle pas du plaisir, je parle de la joie de créer. Donc, le nouveau monde, c'est en fait les étapes de transformation pour arriver à un monde qui correspond à ce que tout le monde veut. Qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent vivre en paix, ils veulent vivre dans la joie, ils veulent vivre en amour, ils veulent vivre le bonheur. Les êtres humains veulent ça. Dans ma vie, j'ai été choyé jusqu'à maintenant de pouvoir aller dans plusieurs continents, en fait, dans tous les continents, et de pouvoir partager profondément avec des gens de cultures totalement différentes, et ils veulent la même chose. L'enseignement que je transmets, je l'ai transmis aussi en Inde, je l'ai transmis au Vietnam, j'ai transmis en Amérique du Sud, et ça correspond aux gens. Donc, il y a des choses qui dépassent la culture parce que c'est l'être humain. Alors, le nouveau monde, c'est de vivre ensemble ce qu'on veut vivre véritablement. Les gens qui ne veulent pas participer, c'est plutôt les gens qui aiment l'ancien monde. L'ancien monde, c'est le monde qui s'achève maintenant, c'est le monde basé sur la concurrence, la comparaison, et c'est un monde très matériel aussi, avec des rapports de force, puis des recherches de pouvoir. Et il y a des gens qui veulent ce monde-là parce qu'ils se sentent en sécurité dans ce monde-là, peut-être parce qu'ils se reconnaissent pas. Et qu'est-ce qui arrive avec eux? Ben, ils arrivent que le changement qui est proposé, soit qu'ils découvrent que c'est merveilleux. C'est comme si je vous disais, imaginez que je fais une analogie. Imaginez qu'on vit dans une maison où les murs sont tous gris, il n'y a aucune plante, aucune fleur, aucune décoration. Imaginez que ça, c'est l'ancien monde. Et le nouveau monde qu'on veut créer, c'est un monde où il y a des fleurs, il y a de la couleur sur les murs, etc. Vous me dites, mais si quelqu'un veut pas ça, il pourra toujours mettre sa maison en gris. Mais peu à peu, il va découvrir que des fleurs, des plantes, c'est vivant et ça stimule la vie énormément. Parce que le nouveau monde qui veut se mettre en place, c'est pas un monde qui est contre quoi que ce soit. C'est un monde de la vie, où la vie est honorée. La joie profonde des êtres est honorée, où les êtres peuvent collaborer, s'apprécier, sans nécessairement avoir à se concurrencer pour définir quel est le meilleur. Alors, peu à peu, il y a des gens qui vont découvrir que dans ce nouveau monde-là, il y a vraiment du bien-être. Après, si je veux aller plus loin, je parlerai certainement d'un monde plus équitable, hein, où les êtres humains peuvent être reconnus dans ce qu'ils sont plutôt que dans leur capacité ou dans leur fortune. En fait, on peut en parler très très longtemps de ce nouveau monde-là. C'est un monde qui, pour moi, est pas pour demain. Ce qui est pour demain, c'est le monde en transformation. On a juste à regarder qu'est-ce qui se vit actuellement. Les guerres, la violence, violence dans les foyers, violence partout. Et donc la guerre, c'est la violence collective qui est simplement la conclusion de toutes les violences individuelles et les insatisfactions, les concurrences, les combats, les conflits, tout ça. Les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Alors, voilà, c'est un monde qui est en difficulté, c'est un monde inéquitable. Il y a des gens qui meurent de faim, des gens qui sont malades. Il y a plein de choses qui existent sur Terre qu'on pourrait enrayer dans une véritable fraternité et qui les laisser faire. Donc, c'est un monde qui a besoin de changer, qui a besoin de changer. On a les capacités de le changer aussi. François, je me rends compte que mes amis ne me permettent pas d'exister. Je les écoute, les conseils de mon côté, beaucoup d'isolement, si tu peux m'éclairer. Alors, François, je ne sais pas si c'est la même Françoise qui nous parlait tout à l'heure de
je me sens pas reconnu, je reçois pas, eh bien, ma réponse va aller dans le même sens. La première question que je vous pose, que je vous invite à vous poser, c'est: est-ce que vous permettez d'exister? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez les conseils de vos voix intérieures? Est-ce que vous avez tendance à vous isoler de qui vous êtes vraiment? Alors, vous savez, en fait, cette perspective-là que j'énonce comme ça, c'est la perspective que, dans le fond, notre extérieur est un miroir. Si vous m'aviez dit, je me rends compte que mes amis ont tendance à me trahir, je vous aurais répondu, essayez d'aller voir à l'intérieur de vous si et où et quand et comment vous vous trahissez vous-même. Et en fait, les expériences extérieures qui incluent des êtres humains, puisque l'aspect relationnel est majeur, sont des reflets de ce que l'on vit avec soi-même. Alors, quand vous me dites vos amis ne vous permettent pas d'exister tel que vous êtes, c'est ce que je peux lire. Alors, moi, je vous invite à vous demander, vous, est-ce que vous vous permettez d'exister tel que vous êtes? Ah, ça pour moi, c'est vraiment l'ouverture, l'éclairage qui vous met en piste pour transformer ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Daniel, je me sens très déprimé ces temps-ci, des émotions fortes m'attristent et refont sporadiquement surface. Je me sens tellement seul. Alors, vous n'avez pas de questions là dans votre expression. Je peux en faire des questions. Pourquoi, comment je peux transformer ça? Alors, ce qui est important, c'est vraiment d'énoncer, ce qui n'est pas énoncé là, Daniel, qu'est-ce qui vous déprime? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent entraîner une dépression. Ça peut être au niveau collectif, ce qui se passe sur la Terre. D'une part, les enfermements qu'on a connus avec la pandémie, c'est pas tout à fait fini. On parle de nouveaux variants. Et puis, c'est laborieux. Et puis, la guerre et tout ça. Ça peut être au niveau collectif, c'est déprimant. Ça peut être aussi les conflits, comment tous les gens tirent la couverture de leur côté pour avoir le meilleur. Peut-être ça qui vous déprime. Ça peut être aussi dans votre famille. Peut-être que il y a eu des clans qui se sont faits, puis les gens se parlent plus parce que certains étaient pour le vaccin, d'autres étaient contre. Et puis là, ça a fait vraiment presque une bagarre. Ça peut être aussi dans votre foyer. Tout à coup, vous sentez que vous êtes seul avec votre conjoint ou peut-être que vous avez des difficultés avec vos enfants. Alors, évidemment, il y a plusieurs choses. Mais déjà, vous vous sentez déprimé. Déjà, on pourrait dire que c'est qu'il y a des pertes de sens. Hein? C'est déprimé, donc ça ne veut pas dire que vous êtes en dépression. Vous vous sentez déprimé, vous avancez vers quelque chose de déprimant, de dépressif. Alors, la dépression, c'est vraiment la perte de sens de sa vie ou la perte de sens de la vie. Alors ça, c'est intéressant de dire maintenant, est-ce que vraiment il y a des choses qui font sens? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure un peu dans une autre question, mais c'est de voir, c'est très, très important. Qu'est-ce qui fait sens encore pour vous? Quand quelqu'un est vraiment profondément dépressif, il n'y a plus rien qui fait sens, il ne trouve plus de sens. Donc, quand vous êtes déprimé, les éléments qui font du sens, par exemple, vous pouvez dire la famille, pour moi, c'est important, ça fait du sens. Les amis, ça fait du sens. Eh bien, ces éléments-là seront pour vous vraiment des ancrages importants. Non pas des éléments pour vous appuyer pour exister, mais des éléments que vous pourrez stimuler, que vous pourrez nourrir, qui seront aussi des propulseurs. Donc, quand vous êtes déprimé, commencez par identifier qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui est important pour vous. Vous dites qu'il y a des émotions fortes m'attristent. Alors, quelles sont les émotions fortes qui vous attristent? J'essaie de lire dans vos mots qu'est-ce qui se passe.
les émotions fortes vous attrissent et refont surface. Par exemple, je pourrais imaginer que c'est au niveau relationnel. Vous avez des émotions, des sensations par exemple, de ne pas être aimé tel que vous êtes, puis quelquefois ça revient en surface, puis c'est fort, vous sentez un peu rejeté dans ça, puis ça vous attriste, puis ça revient régulièrement. Ben, je peux imaginer ça. Alors là, il y a quelque chose de la relation avec vous et qu'est-ce que vous voulez vivre dans les relations. Mais peut-être que c'est pas ça du tout. Peut-être que les émotions fortes qui vous attristent, ce sont les combats familiaux entre vos sœurs, vos frères, vos parents, parce que ça se déchire alors qu'avant, c'était bien uni, mais avec cette pandémie, ça s'est mis à se déchirer parce que ça a des opinions différentes. Ça vous attriste, puis à chaque fois que le sujet revient, ça remonte en surface. Alors, ce qui est important, c'est de voir de bien nommer quelles sont ces émotions fortes. Je vous ai parlé de la dépression, de bien identifier ce qui fait sens par rapport aux émotions fortes, voir de quoi elles vous parlent exactement. C'est-à-dire, quelquefois, il y a des sources extérieures, mais qu'est-ce qu'elles viennent toucher profondément en vous? Et si elles reviennent régulièrement dans votre vie, sporadiquement, c'est-à-dire, c'est qu'elles viennent vous livrer un message. Les émotions sont vraiment des messages. Elles vous parlent de quelque chose en vous. Et quand elles reviennent, c'est ce quelque chose reste là, est encore présent. Par exemple, si quelqu'un se sent jugé à plusieurs reprises ou à différentes reprises dans sa vie, personne se sent jugé, ça l'attriste. Et puis là, vous dites, ça revient sporadiquement, quelquefois dans le travail, quelquefois dans la famille, quelquefois avec des amis. Par exemple, vous vous sentez jugé. Vous voyez l'ampleur, je peux imaginer avec vos paroles, ça peut aller dans tous les sens. Mais alors, vous vous sentez jugé. Alors, évidemment, je vais vous dire, allez voir, vous, est-ce que vous vous jugez? Est-ce que vous pouvez être sans jugement envers vous-même? Ça ne veut pas dire que tout ce que vous êtes et faites est parfait. Ça veut dire que, tout simplement, vous allez plutôt observer pour transformer ce que vous voulez transformer plutôt que le juger, tout simplement. Et de l'extérieur, c'est la même chose. C'est pas intéressant de se sentir jugé. C'est plus intéressant que quelqu'un nous dise, ah, quand tu fais ça, j'aurais aimé que tu fasses ça comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Puis qu'on en parle plutôt que de se dire, tiens, elle est comme ça. Voyez-vous? Donc, l'idée, c'est d'aller voir, à l'intérieur de vous, est-ce que vous reproduisez ça? Deuxièmement, comment vous êtes en relation avec ces événements sporadiques-là? Qu'est-ce qui les provoque? Est-ce que ce sont des croyances ou des peurs qui font être? Donc, là, je vous l'avais dit au début, il n'y a pas de questionnement, mais je formule des questionnements, mais j'ai beaucoup à essayer de organiser des scénarios autour de ce que vous dites pour pouvoir vous aider. L'important, c'est vraiment que vous puissiez identifier à l'intérieur de vous les éléments importants, ce qui fait sens, ce à quoi vous pouvez vous unir pour ressentir du bien-être et de la joie, les éléments phares, les éléments profonds, de telle sorte que vous puissiez les nourrir. Estelle nous dit, lors d'élévation de fréquence, et que je veux déposer ma personnalité à mes pieds, j'ai de la difficulté à ressentir que je me détache de mes peurs, de mes craintes. Est-ce aussi efficace? En fait, j'aimerais ne pas parler d'efficacité parce qu'il s'agit de vous avec vous-même. Donc, l'idée, c'est que chacun est dans un processus d'évolution avec lui-même, sans le comparer avec qui que ce soit. Alors, les peurs sont vraiment des éléments majeurs qui sont à la source de plusieurs déséquilibres. Ça, c'est important de le savoir. J'ai dit tout à l'heure que le besoin de reconnaissance ouvrait la porte à tous les maux. Le besoin de reconnaissance qui n'est pas satisfait va favoriser l'émergence de peurs. Et donc, quand je vois les peurs, je me dis, les peurs engendrent vraiment beaucoup de déséquilibres, tant au niveau physique que psychique qu'énergétique. Donc, évidemment,
on peut imaginer qu'on dépose nos peurs à nos pieds et que finalement, ça devient théorique ou philosophique. Les peurs restent là. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour un moment, le moment où on va s'élever pour œuvrer, pour un moment, on se dit, tiens, je les mets de côté. Ça ne veut pas dire que je vais dissoudre mes peurs à tout jamais. Là, ça, je suis très conscient de ça. Quand on dit, je vais déposer ma personnalité à mes pieds, eh bien, si on pouvait le faire pour toujours, c'est tant mieux. C'est une désidentification. Et généralement, ça prend un parcours pour y arriver. Il se peut que parmi vos peurs, cette année, il y en a une qui peut se dissoudre et que parmi les croyances, il y en a une. Mais sur le lot, c'est progressif. C'est ce qu'on appelle un parcours évolutif. Le parcours, on a les peurs, on les transcende et de telle sorte que peu à peu, il y en a moins, il y a moins de croyances, il y a moins de difficultés, etc. Lorsqu'on veut élever sa fréquence, pour un moment, je dis par exemple, les blessures, les peurs, je les laisse de côté. Je conscientise qu'elles sont pas moi. C'est tout comme si je vous disais, vous avez une veste. Cette veste, vous l'avez mis depuis longtemps et elle vous réchauffe. Vous vous sentez confortable, vous vous sentez protégé. Mais elle est un peu usée, elle est un peu salie, tachée. Et puis, elle vous va moins bien qu'elle vous allait parce que il y a beaucoup d'éléments de vous qui rayonnent davantage. Alors, c'est comme si je vous disais, pour notre méditation, laissez votre veste à la porte. Un jour, peut-être, vous la remettrez plus. Pour l'instant, vous avez encore envie de la mettre, mais pour la méditation, laissez-la à la porte. Alors, je vous dis la même chose pour les peurs. Vos peurs, laissez-les à la porte. Quand on va avoir fini, par exemple, notre méditation, notre intériorisation, vous ne ferez pas exprès pour les reprendre, mais elles vont revenir probablement. C'est ça dont on parle. Donc, oui, vous êtes maintenant, si durant le processus, les peurs sont encore là, elles sont encore là. Il ne s'agit pas de faire semblant non plus, mais juste l'idée de, je les mets à la porte. C'est pour ça que je dis, mettez-les à vos pieds un peu plus que juste de ne pas y penser, mais essayez de ne pas vous laisser influencer par vos peurs, par exemple. Si vous voulez émaner des vibrations vers un être humain, imaginons un être humain qui vous fait peur. Il vous fait peur par sa voix, il vous fait peur par ses actions, et vous voulez émaner de la lumière vers lui. Alors, durant ce moment où il n'est pas là physiquement, laissez aller votre peur. Dites-vous, tiens, je vais le voir comme un être de lumière qui est blessé et je vais émaner ma lumière vers lui. La peur de lui n'est... Ça ne veut pas dire que quand vous allez le rencontrer physiquement, peut-être dans quelques heures, vous allez être totalement confortable. Il se peut que la peur soit encore là, mais le moment où vous allez émaner vers lui, vous avez laissé aller la peur. Essayez ça. Et puis, si elle reste, ne vous en faites pas. Continuez. Ne vous dites pas, bon, la peur reste, maintenant j'adopte ça, puis c'est tout. Non, continuez à chaque fois, dites-vous, je vais déposer mes peurs. Et vous allez voir, elles vont finir par se déposer, et à chaque fois un petit peu plus longtemps. Alors, Nicole nous dit, qu'est-ce que c'est les portails organiques? Eh bien, j'ai jamais utilisé cette expression, Nicole. Alors, je peux y inventer ce que ça peut dire. Alors, vous avez entendu ça quelque part, mettez-moi en contexte, ou vous voyez avec l'auteur. Moi, c'est pas un terme que j'utilise. Alors, organique, c'est généralement c'est qui est dans un mouvement naturel avec la vie, c'est organique. Les organes sont en interrelation, et cette interrelation qui contribue aussi à ce que ça fonctionne bien. Donc, un portail, on parle de quel portail? Voilà. Alors, quelquefois, les guides, les enseignants développent des termes qui leur correspondent et qu'ils expliquent dans un atelier, par exemple. Ça m'arrive aussi. C'est pareil comme si je dis triangle de force. Alors, si vous suivez mes enseignements, triangle de force, vous savez c'est quoi? J'en ai parlé tout à l'heure. C'est quoi un triangle de force? Eh bien, mais si vous allez voir un autre enseignant et vous dites, parlez-moi du triangle de force,
il peut vous parler de d'autres choses. Alors, si vous parlez de la fusion des trois corps, bon, je développe un vocabulaire qui correspond à un certain type d'enseignement. Si vous expliquez tout le contexte, vous en parler, mais chacun développe un peu ses mots par moment. Alors, il y a des mots qui passent à un moment donné chez tous les enseignants. Si on parle, par exemple, de la kashyyyk, hein, des mémoires de l'univers, c'est des mots qui passent. Un petit peu comme on va parler des enfants indigos. C'est une notion d'un enseignant. Finalement, comme on avait besoin de définir ces enfants-là, le mot est passé un peu partout. Mais c'est pas tous les mots qui passent partout comme ça. Alors, Françoise, puis-je entamer à 70 ans une thérapie pour nettoyer les souffrances de l'enfance concernant le jugement, éventuellement la culpabilité, la honte? Bref, je croyais ces blessures n'être que des sillons de mémoire, mais je m'aperçois qu'il suffit de taper dessus les cicatrices pour que tout revienne avec une intensité exacerbée par la meilleure connaissance de moi, la vivre en conscience. Alors, thérapie, hypnose ou intégration émotionnelle. Alors, évidemment, dans les différentes voies, c'est intéressant de choisir la voie qui vous convient, à vous. Il y a même en thérapie, il y a différents types de thérapie. Alors, par exemple, j'ai contribué quelquefois à transmettre des enseignements à des thérapeutes, à des psychologues, et je préconise souvent pour certaines personnes type de thérapie par thème, par exemple, plutôt que de faire une thérapie chaque semaine plus classique. Vous allez voir un thérapeute, vous travaillez ces thèmes-là. Dans Symphonie, on travaille beaucoup avec Christine Falaise, qui peut travailler au niveau virtuel aussi, en ligne, etc., qui peut travailler les thématiques que vous voulez. En même temps, quelquefois, on peut travailler ces thématiques-là par d'autres moyens que c'est des moyens qui vont être thérapeutiques, mais qui ne sont pas des thérapies conventionnelles. Par exemple, j'ai une amie qui, si vous êtes en Europe, par exemple en France, je pense à, voyons, il suffit que je veuille la nommer pour que Patricia, je pense à Patricia Olive qui travaille avec le corps. Donc certaines personnes, ça va bien fonctionner plutôt que de faire une thérapie, d'être à travers la parole et l'émotion, va faire émerger les émotions par le corps, fait un très beau travail. Il y a aussi mon amie, comment elle s'appelle, qui fait Sarah Serievich, qui fait un travail de théâtre conscient. Alors, donc, Sarah écrit des livres aussi, elle est sur Paris, mais elle travaille dans toute l'Europe. Alors, je ne sais pas où vous êtes, mais ce sont aussi d'autres formes que la thérapie. Vous parlez de l'hypnose, il y a le PNL, l'intégration émotionnelle. Là, c'est une approche, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, intégration émotionnelle. Voilà. Alors, ça dépend de comment vous aimez œuvrer, Françoise. Mais oui, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge parce qu'à 70 ans, vous êtes encore jeune. Vous avez encore beaucoup d'années à vivre et puis, vous le dites vous-même, quand vous tapez dessus, ça émerge et vous tapez dessus probablement et vous allez vivre 30, 40, 50 ans sûrement et puis vous n'avez pas envie de vivre avec ça. Alors ça, c'est intéressant de pouvoir dissoudre cela. Anne-Marie nous dit, pas de questions, mais elle nous remercie tous. Michel, comment faire pour me libérer de décennies de dépendance à la cigarette? J'ai tout essayé, alors que j'ai réussi facilement à faire ce que j'ai décidé pour les autres choses de ma vie. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. C'est vraiment très intéressant. Alors, il s'agit donc d'un comportement, d'une attitude avec laquelle vous avez de la difficulté. Vous voulez arrêter, mais ça s'arrête pas comme ça. Donc, c'est une forme de compensation. Ça vient compenser quelque chose. Ça, c'est important de le comprendre. Ça peut être conscient ou inconscient, mais ça vient compenser quelque chose. Alors, quand vous dites vous avez tout essayé, je ne sais pas tout ce que vous avez essayé. Ce que je vous propose, c'est de tenter d'identifier qu'est-ce que la cigarette vous apporte. C'est-à-dire,
si vous fumez et que ça veut pas arrêter, c'est certainement parce que il y a quelque chose qui est satisfait de ça. C'est-à-dire que même si vous êtes insatisfait de fumer, il reste que le fait de fumer vient satisfaire quelque chose. Ça peut être un besoin du corps, évidemment. Le corps s'est adapté à ça et à ce besoin de nicotine. Mais derrière ça, il y a d'autres besoins aussi. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vient se satisfaire. Hein. Il y a une récompense. Il y a un besoin qui vient obtenir sa réponse. Là. Donc, c'est ça qu'il doit identifier avant d'arrêter de fumer, avant même d'essayer d'arrêter. L'idée, c'est que ça peut être différentes choses, mais disons que, parce qu'il y a plusieurs théories par rapport à la cigarette, mais ça dépend aussi des individus. Imaginons que la cigarette vous donne une sensation de remplir quelque chose. Disons que ça remplit un moment, ça remplit un individu, ça vous apporte. Il y a un bénéfice. C'est ça que je veux dire. Dans la cigarette, vous pouvez nous nommer probablement, Michel, toutes les difficultés que ça peut engendrer. Je suis certain que vous les connaissez toutes. Vous savez tous les méfaits de la cigarette. Maintenant, ce que je vous demande, c'est d'identifier pour vous quel est son bienfait, quel est son bénéfice. C'est un bénéfice secondaire, c'est un bénéfice, bien sûr, qui, face à tous les méfaits, qui peut vous sembler moins important. Mais il est très important pour vous parce que vous ne laissez pas la cigarette malgré tout ce que vous avez essayé. Et en plus, quand vous voulez changer quelque chose, vous réussissez habituellement, sauf pour la cigarette. Donc, elle a un bénéfice. L'important, c'est vraiment d'identifier quel est le bénéfice. Qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, observez-vous et faites-le, Michel, comme un jeu. Faites-le en vous amusant de vous. Parce que sinon, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est de vous dire, je vais pas la prendre celle-là, puis vous observez. Vous observez qu'est-ce qui vous manque ou qu'est-ce que ça vous donne si vous la prenez. Alors, qu'est-ce que ça vous donnerait? Alors, à chaque fois, vous fumez, tiens, ça me donne quoi? Et en jouant, en vous amusant, essayez de voir par couche, parce que là, au début, ça vient compenser telle chose, ça vous donne telle chose. Vous allez un petit peu plus profond, un petit peu plus profond. Et quand vous arrivez, voici pourquoi je fume, qu'est-ce que ça vous donne comme bénéfice. L'étape suivante, ça c'est la principale étape. L'étape suivante, c'est de répondre aux besoins, c'est-à-dire aller chercher le bénéfice par quelque chose d'autre que la cigarette, en d'autres termes. Au lieu de dire, tiens, j'arrête la cigarette, je la remplace par quelque chose un peu moins nocif, mais qui répond vraiment aux besoins. Et peu à peu, je change par quelque chose de moins nocif. Jusqu'à un moment donné, par exemple, ça peut être lire un livre ou appeler une amie. Alors, à chaque fois que vous avez des complices, par exemple, vous avez des amis de la famille qui sont complices, vous dites, tiens, c'est une présence que je me donne. Ah, tiens, peut-être il y a des gens que c'est les seuls moments où ils sont présents à eux-mêmes. Alors qu'il y a des gens que, quand ils fument pas. Souvent, on pose la question, mais c'est pas tellement de fumer qui est important, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui fume? Est-ce que vous êtes là? C'est un moment que vous vous accordez. Je connais quelqu'un, c'est le moment qu'il s'accorde, mais je connais d'autres gens qui fument sans s'en apercevoir. Donc, ça vient compenser d'autres choses. Vous essayez de voir qu'est-ce que ça vous donne et vous le remplacez par autre chose. Alors, quand je disais, par exemple, il faut jouer un jeu, vous avez des complices, puis à chaque fois que vous avez envie de la cigarette, vous lui donnez un coup de téléphone. Alors, souvent, les gens, vous savez, ils vont changer pour un bonbon. Sauf qu'un bonbon, ça vient remplir de sucre l'estomac, puis ça augmente les graisses, puis les gens gonflent, c'est pas mieux. Ils ont fait un truc qui était pas gagnant. Alors, voilà, essayez cette voie et vous allez voir, faites-la en vous amusant. On est rendu aux dernières questions. Une dernière question de Jeanne. Comment transformer un problème de dépendance?
c'est une très grande question, Jeanne. Bon, ça dépend de quoi vous êtes dépendant, mais ça dépend aussi pourquoi vous êtes dépendante. Qu'est-ce qui a créé cette dépendance? Alors, si on parlait à Michel tout à l'heure, on pourrait dire qu'il y a une forme de dépendance à la cigarette. Alors là, j'ai répondu assez à fond. Allez voir. Cette dépendance, elle vous offre quoi comme bénéfice? Souvent, puis c'est comme, sans être une formule encadrée, mais c'est quelque chose d'intéressant de se dire, quand on a une dépendance, quand il y a quelque chose qu'on peut pas transformer ou qui est difficile à transformer, mais qu'on voudrait parce qu'on sait que c'est pas si bon, puis tout ça, on regarde le bénéfice. Plutôt que de se concentrer sur le fait que c'est pas bon, se dire c'est pas bon, il faut que j'arrête. Pose attention, qu'est-ce que ça me donne de bon pour que je continue? Il y a quelque chose. Alors, dépendance à quelqu'un, ça peut vous donner une sécurité, ça peut vous donner une sensation d'être aimé, la dépendance à quelqu'un, ça peut être un moyen, quelquefois intérieur, inconscient, pour faire en sorte que la personne reste avec vous. Qu'est-ce qui est bon? Pourquoi il y a cette dépendance dans le sens, quel bénéfice ça vous donne? Quand vous avez bien identifié le bénéfice, pas à peu près, bien, c'est ça que ça me donne, eh bien là, vous voyez par quoi vous pouvez le remplacer progressivement. Hein? Il ne s'agit pas de couper, il s'agit de remplacer par quelque chose qui remplit le bénéfice, mais qui a moins de méfaits. Voilà. Pas de formule miracle, hein, ça se passe pas. Si ça serait intéressant s'il y avait par exemple un cachet totalement naturel. On prend un cachet naturel, comme on prend une feuille d'une plante et on la mâche et voilà, on est débarrassé de sa dépendance, ou etc. Et ça nous demande vraiment une transformation. Alors, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà, il est déjà 20h04 en Europe et 14h au Québec. Alors, je vous dis merci d'être là, merci de collaborer, merci aussi à tout le monde qui était à Unis pour l'humanité, tous les gens qui sont là sur le parcours. J'essaie de vous donner des pistes, je sais pas les solutions miracles, mais des pistes parce que c'est votre parcours et il y a beaucoup d'éléments au jeu. Je veux pas tout à coup avoir, avec une question de 2 lignes, pas être résoudre votre vie comme ça, c'est sûr. Mais je vais essayer de vous donner des pistes sur des thèmes. Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, je vais être en déplacement en Europe pour les 2 prochains mois. Et c'est sûr que je vais reprendre nos lundis au plus tard. Le premier lundi de juin, je serai là, en ligne. Et d'ici là, si je peux, je vous donne des rendez-vous sporadiques. Je vous écris, je le mets sur Facebook. On donne des rendez-vous dès que je vais pouvoir être sûr d'une bonne connexion. C'est ça l'affaire, parce que si j'ai pas une bonne connexion, c'est ennuyant pour tout le monde. Je vous remercie tout le monde. Je remercie aussi toute l'équipe qui est là, Joanne, évidemment Isabelle Lefebvre qui est l'orientation, qui met vraiment tous les éléments pour que Symphonie devienne un jardin. Vous avez vu au début un film qu'elle a conçu et donc toute la relation avec les créateurs aussi, en fait. On va vous en parler de plus en plus de son rôle. Merci à tout le monde et on reste unis dans l'amour, dans la lumière, dans la conscience. À tout bientôt.